Monsieur Nikes, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes un journaliste d'investigation, en même temps un journaliste écrivain. Vous aviez beaucoup écrit sur les ADF qui endeuillent aujourd'hui la population de Béni. En quelques mots, qui sont ces ADF? Qui sont-ils? Merci beaucoup. Les ADF, d'abord, c'est une fausse dénomination qui signifie Alliance des forces démocratiques. C'est une nébuleuse, une rébellion islamiste venue de l'Ouganda et qui occupe la forêt de Rwenzori dans le territoire de Béni et qui pratique le terrorisme djihadiste dans l'option d'imposer l'islam à toute la contrée, dans l'option d'instaurer la loi islamique qu'on appelle la charia. Alors ils le font par la conversion à travers le Coran, mais aussi par la conversion forcée qu'on appelle les djihad, c'est-à-dire à travers la Kalachnikov. Et voilà un peu, en bref, ils ne sont pas des rebelles ougandais, c'est vrai, ils sont venus de l'Ouganda, mais c'est au moins 6 nationalités, notamment tanzaniennes, congolaises, ougandaises, soudanaises, même somaliennes, kenyanes, burundaises et rwandaises. Monsieur Nikes, vous dites que ces ADF sont des terroristes. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la MONUSCO, les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, ne les reconnaissent pas comme des terroristes? C'est une très bonne question. Au fait, c'est un problème des enjeux géopolitiques. C'est quand même curieux que la MONUSCO, dont les casques bleus mènent les opérations aux côtés des FARDC, n'arrive pas à reconnaître ces phénomènes. Je pense que ça relève plutôt d'une géopolitique, d'un agenda caché, parce que le phénomène est là. Lorsque les FARDC récupèrent des camps, ils vont avec les casques bleus, ils trouvent des gens avec des Corans dans les mains ou des morceaux de Coran avec des tenues musulmanes. Ils trouvent tout ce qui concourt à un djihad. Curieusement, les experts qui viennent pour 2 jours dans des chambres d'hôtel, comme ils ont un agenda caché, ils refusent de reconnaître les ADF comme étant un mouvement islamiste terroriste. Les ADF, je peux vous le dire, ont été formés par Bin Laden lorsque Bin Laden a passé 4 ans au Soudan de 92 à 96. Donc les ADF sont des terroristes. C'est regrettable que les casques bleus, que la communauté internationale, pour un agenda caché, pour des visées qu'ils ont sur la RDC, refusent totalement de reconnaître le terrorisme islamiste que nous vivons à l'est de la RDC. Parce que, je vais peut-être terminer par là, les ADF, on les appelle ADF quand ils arrivent à Béni, mais ils commencent à Uvira, Fizi, Bukavu, Goma, Butembo, Béni. Et lorsqu'on les recrute à Uvira, par exemple, en Tanzanie, on ne les appelle pas ADF. C'est lorsqu'ils arrivent à Béni qu'on leur donne cette fausse dénomination qui s'appelle ADF, mais en réalité, c'est la Muslim Defense International qui vit à Béni dans ce qu'ils appellent MTM, c'est-à-dire Madina Alt Tawed Mujahideen, c'est-à-dire la cité des combattants d'Allah. Donc, la cité des Mujahideen qui sont les combattants d'Allah. Alors, M. Nikes, pourquoi aujourd'hui les FARDC avec tout l'appui logistique, je ne sais pas également la MONUSCO en tant que leur partenaire, c'est-à-dire les casques bleus, pourquoi ils n'arrivent pas à mettre fin à ces ADF, à cette situation qui a déjà duré plus de 4 ans? Oui, ça c'est une très bonne question parce qu'il faut d'abord, je l'ai dit tantôt, que la MONUSCO, les Nations Unies et les Occidentaux ne veulent pas reconnaître qu'il y a un terrorisme. Donc il se pose un problème de confusion dans la définition de l'ennemi. Vous savez que les experts occidentaux qui sont arrivés au Congo, ils ont imputé les massacres sur les dos des FARDC. Donc ils ont sciemment fait la confusion sur l'identité de l'ennemi. Donc les casques bleus, la MONUSCO ne reconnaissant pas le terrorisme, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Parce que les terroristes utilisent, les ADF utilisent la guerre asymétrique, la guerre non conventionnelle. Et du fait que la MONUSCO nous amène des Pakistanais, des Indiens, c'est-à-dire une armée classique qui ne répond pas aux réalités stratégiques d'une guerre asymétrique, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Donc voici la difficulté que prouvent les FARDC. Au niveau des FARDC, quelle est la grande difficulté? C'est que quand les FARDC sont au front, les experts
leur imputent des massacres. Les experts pointent certains généraux à qui ils soumettent des sanctions internationales pour décourager effectivement ceux qui sont au front. Et tous ces faits conjugués font que nous avons deux armées au front, c'est-à-dire les casques bleus et les FARDC. Chacune des armées a son ennemi. Pour les FARDC, ce sont des terroristes. Pour les casques bleus, ce ne sont pas des terroristes. Et pour les experts, les spécialistes de la RDC, ce sont les FARDC qui tuent. Et à ce moment-là, l'identité de l'ennemi pose problème. Et comme dans un match de football, lorsque l'entraîneur n'arrive pas à planifier, n'arrive pas à maîtriser le jeu de l'ennemi, il perd le match. Donc les ADF utilisent la guerre asymétrique, la guerre non conventionnelle, des attaques, des embuscades, face à des armées classiques qui ne se mettent pas au même niveau de la stratégie de l'ennemi, donc on ne peut pas gagner la guerre. Alors, on sait très bien, vous venez de le dire, la communauté internationale n'arrive pas à reconnaître les ADF comme les terroristes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part de complicité des Occidentaux dans cette situation? Mais la RDC est un pays à la convoitise, où tout le monde veut avoir sa part. Il y a une complicité parce que, écoutez, vous avez dans la MONUSCO, vous avez un Américain, un Français, un Britannique. Vous avez des images de casques bleus qui vont au front, qui découvrent des caves, qui découvrent les effets de l'islam. Ces images sont filmées, nous en avons, les casques bleus sont là. Je vous projette des images où vous trouvez des casques bleus avec des FARDC dans un camp des ADF. Et pourquoi ils n'acceptent pas? Il y a un agenda caché. Au fait, cela procède, on veut que l'Est du Congo soit une zone grise et que ça procède à la guerre hybride pour qu'enfin les richesses puissent sortir normalement. Mais le terrorisme qui est à Beni, c'est pratiquement le même terrorisme qui se passe au nord du Mali. Donc c'est un danger permanent pour l'Est et la région des Grands Lacs. C'est la population qui est toujours victime. Effectivement, parce que les FARDC sont là pour défendre la population, les casques bleus viennent pour protéger la population, les ADF ont besoin de la population pour augmenter leur nombre. En fait, l'enjeu, c'est la population. Et c'est la population qui en est le premier ou la première victime de ces refus de reconnaître le terrorisme. C'est la population qui est frappée et au-delà de la population, c'est au moins presque plus de 1000 militaires FARDC qui sont tombés au front depuis 4 ans. Mais la communauté internationale ne veut pas les reconnaître. Donc on laisse les FARDC seuls face au terrorisme. Alors qu'au Mali, partout là-bas, c'est le G5, c'est la France qui vient aider. Mais ici, parce qu'on n'aime pas la FARDC, on n'aime pas la RDC, parce qu'il y a des agendas cachés, on refuse catégoriquement de reconnaître qu'il y a un terrorisme, alors que les images sont là. Nous avons déjà donné des images aux experts, aux spécialistes à la MONUSCO, mais ils ne veulent pas reconnaître. Donc un refus catégorique qui ne cache pas les intentions machiavéliques sur la RD Congo. Peut-être la dernière question, chers confrères, est-ce qu'on voit déjà un nouveau régime, un nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi? Est-ce qu'on peut espérer avoir un changement ou bien mettre fin à cette situation? Parce qu'il y a une situation qui est venue pendant que Kabila était encore à la tête de ce pays. Est-ce qu'on peut espérer avec un nouveau gouvernement qui est déjà là? L'espoir est permis, mais à la seule condition que le nouveau chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, reconnaisse que ce qui se passe à Beni, c'est du terrorisme. S'il entre dans la logique de la communauté internationale, notamment des Occidentaux, il ne va pas réussir. Donc il faut qu'il se mette au niveau de l'état-major des forces armées de la RDC, qu'il lui explique les enjeux de cette guerre et avec la population congolaise qui va l'accompagner, il peut gagner cette guerre. Mais si on laisse l'intoxication, la manipulation de la population, les sanctions sur des militaires qui sont au front, là, le nouveau président ne pourra pas gagner la guerre et la RDC va s'enfoncer davantage dans le bourbier. Donc il faut pratiquement qu'il prenne la mesure du danger en se mettant au niveau du terrorisme et en défendant la thèse du terrorisme. Mais s'il suit les conseils des Occidentaux pour dire que non, ce sont des FARDC qui tuent, d'abord comment une armée nationale loyaliste peut se mettre à tuer sa population? Ça ne se fait pas. Donc l'espoir est permis, mais à condition qu'ils comprennent les enjeux qui se passent sur le terrain. Parce que nous parlons en tant que spécialistes, en tant que chercheurs, parce que nous faisons des recherches sur place et nous avons des preuves, nous avons des images, nous avons des audios que nous pouvons mettre à la place. Nous avons déjà mis à la place de l'état-major, nous pouvons mettre à la place du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'il le veut.
Et vu les modes opératoires des ADF, est-ce que, parce qu'aujourd'hui c'est Beni qui est victime, c'est la population de Beni qui est victime, est-ce que vu les modes opératoires, on ne peut pas dire que cette situation peut risquer même d'embraser toute la province? Mais je viens d'Ouvira à Bukavu, je l'ai dit. Quand on les recrute à Ouvira ou à Bukavu, on ne les appelle pas ADF. On leur dit, vous avez des bourses d'études, vous allez au Canada, mais le Canada se trouve à Beni. Donc le danger n'est pas seulement à Beni. Le danger, c'est d'abord embraser toute la province, mais au-delà de la province, pratiquement les Kivu, le ventre mou de la sous-région. Donc le danger, il est permanent, il est réel. C'est une menace pour la RD Congo. Donc il faut prendre prendre les taureaux par les cornes et former des brigades spéciales qui vont appliquer la stratégie de l'ennemi, c'est-à-dire la guerre asymétrique. Et surtout, ne pas laisser les brigades former l'armée entre les mains des intoxicateurs qui déstabilisent l'armée avec des faux rapports pour que l'armée n'avance pas et pour que finalement demain ou un jour le pays soit balkanisé. On peut encore espérer à l'appui de la MONUSCO aujourd'hui? Bon, il faut évaluer la MONUSCO parce que 20 ans, c'est quand même trop sans résultat. Il faut évaluer la MONUSCO. Mais il faut aussi, on ne peut pas prendre des contingents des pays désertiques pour venir se battre dans une forêt. La MONUSCO doit chercher des troupes d'élite des pays qui ont le même climat, les mêmes paysages géographiques que les Rwenzori pour qu'ils s'adaptent facilement à l'ennemi qui maîtrise déjà le terrain. Mais si on amène des gens qui viennent du désert, comment voulez-vous avec des gens qui viennent du désert qu'on puisse combattre l'ennemi et les gagner? Donc il faut revoir tout. Il faut revoir toutes les stratégies et monter des stratégies qui répondent à celles de l'ennemi. Sinon, la MONUSCO pourra rester 50 ans, il n'y aura pas de changement. Merci, monsieur Henriquez. C'est moi qui vous remercie.